Bonjour et bienvenue à cette conférence de Rennes en Jeu 2024. Nous sommes dimanche matin, il est 11h32 et nous allons aborder avec mes invités les formes d'engagement dans l'édition du jeu de société. Panorama des formes d'engagement dans l'édition de l'objet édité aux propos véhiculés. Je présente tout d'abord mes invités. Luc Debois, éditeur avec Coco Chéri. Luc est consultant, facilitateur en intelligence collective. Selon son site internet, Coco Chéri a pour objectif l'édition de jeux inspirants autour de sujets de société, qui restent de vrais jeux originaux, malins, immersifs, qui donnent envie de jouer. Johan Brogol des éditions Subverti. Les éditions Subverti, est membre de l'Union des éditeurs de jeux, le syndicat de l'ensemble ou d'une grande majorité des éditeurs de jeux de société en France. Il est notamment membre au sein de la WEJ de la commission éco-responsabilité. On verra plus tard, mais il est au fait du Green Games Guide et du livre blanc sur le coût environnemental des jeux qui a été produit par la WEJ. Dans une démarche engagée socialement comme écologiquement, il est lauréat par 2 fois des prix EcoFlip qui sont remis à Parthenay. Subverti s'est donné pour mission de créer des jeux de société et des outils libres pour un avenir meilleur. Vaste ambition. Anne Dokwa des éditions A&G. Elle est journaliste et romancière. Elle travaille notamment pour la presse magazine et la presse associative. Elle a fait un premier jeu en co-autorat qui s'appelle Unda et qui aborde les cultures urbaines. Elle est également l'autrice de Héroïne, un jeu sur le matrimoine. Le credo, de la convivialité et de l'expérience ludique peuvent émerger des prises de conscience. On l'abordera également. Et enfin, Benoît Tonnelier, de la ludothèque Accessi Jeux et de l'éditeur Accessi Games. La ludothèque a été créée en 2015. C'est une ludothèque parisienne associative qui cherche à rendre accessible la pratique du jeu de société aux déficients visuels et à sensibiliser le grand public sur cette forme de jeu. Depuis 2018, Accessi Jeux a également fait, a pris le tournant de l'édition en propre avec des jeux directement accessibles dans leur fabrication et dans leur édition pour le grand public. J'ai pas dit de bêtises? Tout va bien. Très bien. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de revenir sur l'ambition et les limites de la table ronde. Le sujet est vaste et nous pourrions en parler des jours et des jours. On a 1 heure, donc on va faire un peu plus court. On va essayer de brosser un panorama des formes d'engagement, comme le sous-titre le laissait entendre, de l'objet édité à son contenu et le public. On va essayer de montrer les limites à chaque fois des formes d'engagement qui sont prises aujourd'hui et d'illustrer nos propos par des exemples nombreux. Je laisserai mes invités parler, évidemment. On va également donner des clés de compréhension, c'est l'objectif en tout cas, et de pointer des références pour aller plus loin. On va essayer de faire attention à notre jargon. Si au cours de la conférence, on utilise des acronymes ou des mots qui ne sont pas compris, n'hésitez pas à nous le pointer pour qu'on corrige au fur et à mesure. Par la suite, on va essayer de garder du temps sur fin de conférence pour l'ensemble des questions sur le fond et sur la forme qu'on pourra aborder à la toute fin de celle-ci. Commençons tout de suite par donc brosser l'objectif, l'objet édité, le contenu de l'objet jeu et le public qui joue. L'objet édité, le support ludique, le support jeu de société est tangible, on va le toucher et on va donc le fabriquer. La fabrication des jeux de société n'est pas sans conséquences, notamment des conséquences environnementales. Johan, si tu veux bien commencer à nous parler d'éco-conception, de la documentation qui existe déjà et des recherches en cours, ainsi que de leurs limites. Si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Alors effectivement, l'écologie dans le jeu de société, c'est un sujet qui est important parce que nous produisons. Et qui dit produire dit polluer. C'est-à-dire que le jeu le plus écologique, c'est le jeu qui n'est pas produit. Mais nous faisons de la pollution en vivant et c'est quelque chose qu'il faut assumer, je pense. Et l'idée, c'est de le faire en ayant l'impact environnemental le moins fort possible. Et aujourd'hui, en fait, on sait calculer, pas tout, mais on sait calculer certaines choses. Et on a donc là, on a le Green Game Guide qui est mis en avant
Ça a été fait par des anglophones et ça a été un peu diffusé sur les bonnes pratiques, sur des choses qu'on sait faire. Alors, je peux prendre un exemple concret que tout le monde peut connaître, c'est qu'il y a des labels, notamment le label PEFC et le label FSC, qui sont des labels qui assurent que les cartons, bois, papier sont issus de forêts gérées durablement, écologiquement, mais aussi en partie socialement. Et par exemple, avoir ça sur une boîte, c'est s'assurer que la fabrication a été faite dans ces conditions-là, même si après il y a une granularité, c'est-à-dire qu'il y a du FSC 100%, du FSC mixte et du FSC recyclé. Aujourd'hui, en général, c'est du mixte parce que c'est la chose la plus facile, mais ce n'est pas forcément le label le plus fort. Il y a des labels encore plus forts qui existent, mais qui ne sont pas trop appliqués dans le jeu de société. Mais l'idée, c'est de se dire quelle est la pratique la meilleure qu'on peut avoir selon ce qui est à notre disposition. Et ce guide-là et ce que fait l'UEJ dans sa commission éco-responsabilité dont je fais partie, c'est essayer de réfléchir à qu'est-ce qui a vraiment un impact. Donc, je disais, le label, c'est une façon de faire, mais en fait, dès la conception, l'objet jeu, son poids, l'impact sur le transport, l'impact sur tout ce qui peut avoir une forme de pollution, on peut un peu voir ce que ça fait. Les gros sujet, c'est le transport. Donc clairement, de le faire en Chine ou en France, ça n'a pas le même impact. Je dis Chine spécifiquement parce que 90% des jeux à la louche aujourd'hui sont faits en Chine pour des raisons de coût. En gros, ça coûte 2 fois plus cher de le faire en Europe que de le faire en Chine. Ça coûte 2 fois plus cher de le faire, 4 fois plus cher ou 3-4 fois plus cher de le faire en France que de le faire en Chine. Sachant qu'il faut faire attention parce que du made in, ça veut dire que la majorité des composants ont été assemblés à cet endroit-là. C'est valable pour toute la production industrielle en général, mais s'il y a marqué Made in France, il se peut qu'il y ait 40% de la matière première qui a fait 3 fois le tour du monde avant que ça soit venu. D'où l'intérêt derrière d'avoir des labels et de vérifier exactement d'où tout cela vient. Je vous invite à aller voir ces ressources-là qui expliquent en détail. Ces ressources sont disponibles, c'est ça, tu dis, Yoann ? Oui, alors le Green Gap Guide, en fait, on est en train de. Je crois qu'il n'est pas encore publié parce que l'UEJ est en train de le traduire pour que ça puisse être diffusé en français. Ça a été fait sur des ressources anglophones et adapter les exemples en français. Et puis 2-3 choses où il y a toujours il y a de la data, mais même du côté data expert, en fait, ça reste des moyennes et des fois il y a des choses qui sont plus complexes que ce qu'on a l'impression. Il faut parfois aussi remettre en cause le truc. Ah bah c'est comme ça évolue au fur et à mesure, donc il sera aussi mis à jour au fur et à mesure et ce genre de choses. Donc oui, il faut faire l'effort de se renseigner pour bien être au sujet de tout ça. Quand on a préparé cette conférence, tu me faisais part, Yoann, des limites de l'exercice du calcul. Je pense notamment au livre blanc de l'UEJ, où il est indiqué, en quelque sorte, le bilan carbone en CO2 émis de la production et du transport des jeux. Et tu me faisais part qu'il y avait encore beaucoup d'angles morts et beaucoup de choses. Tu peux aborder le point ? Oui, en gros, c'est valable pour tous les sujets, mais dans le jeu spécifiquement, en fait, on fait des moyennes. Si on te dit, alors, pour prendre un exemple très concret, sur mon cas, chez Subverti, on fait nos jeux en Pologne. La Pologne, aujourd'hui en Europe, est un des pays qui pollue le plus dans sa production d'énergie. Sauf que l'usine qu'on utilise est une usine certifiée, je vous épargne le détail technique, mais qui est certifiée d'utiliser de l'énergie plus propre. Et quand tu fais une moyenne de ce que fait la Pologne, les data experts, c'est pas l'usine, c'est la Pologne en général. Et c'est la même chose quand on prend quelque chose en France. Si tu dis l'usine est en France, tu prends une moyenne. Si tu prends une moyenne de quelque chose qui utilise du nucléaire, quelque chose qui utilise des éoliennes ou quoi, dans ton data, tu n'as pas forcément cette spécificité-là. Et tu peux dire, c'est bon, c'est fait dans cette moyenne-là, alors que dans les faits, ça peut totalement changer selon l'impact réel que ça a. Et ces choses-là, quand on fait des moyennes, ça a toujours des limites. Et l'impact carbone, c'est super important, mais c'est qu'un impact parmi tous les autres impacts qu'il y a sur l'environnement. On peut penser, je ne sais pas, à l'impact dans les sols des polluants. Quand on fait l'impact carbone, ce n'est pas pris en compte. Donc toutes ces choses-là, en fait, sont pas forcément prises en compte, mais ça permet d'avoir des ordres de grandeur. Et c'est toujours ce truc que je trouve le plus important, c'est de se dire globalement, qu'est-ce qui a le plus d'impact et où est-ce qu'on peut faire des choix de modification, comme le transport, c'est assez l'ordre de grandeur, plus 4 km, moins c'est bien, même si après, il faut vérifier si tu emploies un cargo qui tourne au fioul lourd, un camion qui tourne à une autre énergie, quoi. Ou du fret ferroviaire. Exactement. Et au-delà de la fabrication et du transport, tu me parlais, dans le guide de l'UEJ et comme dans le Green Games Guide, le volume de jeu, le volume de contenant du jeu et de contenu. En gros, fabriquer des cartes par exemple ou fabriquer des figurines, c'est pas le même impact et c'est également mentionné dans les guides. Oui, en gros,
plus un jeu est petit, moins il pollue. C'est super basique. C'est quelque chose qui est parfois difficile parce que tu dis l'impact d'un jeu, il peut être nécessaire en ayant des choses dedans. Mais en termes de pur impact, plus c'est petit, c'est vraiment moins ça existe, mieux c'est, quoi. Et il y a des choses qu'on peut faire, c'est ne pas mettre certaines choses. Je reprends un exemple personnel. Dans Dictopia, il devait y avoir un sablier. On l'a enlevé. Du coup, c'est pas visible parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Mais dans le jeu, pendant très longtemps, il y a eu un sablier. Et le fait de l'enlever, c'était un choix pour ça, parce que c'était en plastique, on ne savait pas le faire de façon écologique, etc. Et en fait, c'est des choses invisibles de conception à la base qui peuvent avoir un réel impact sur ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, ça va, pour le lier à d'autres sujets qu'on va aborder derrière, à une pression économique qui est de dire potentiellement dans ta boutique, si tu fais une grande boîte, c'est plus visible, donc ça se vend plus, tu peux la vendre plus cher. Et tous les acteurs professionnels autour de moi, ils me disent économiquement, il faut faire ça. Et moi, je dis ouais, mais socialement et écologiquement, pour le coup, j'ai pas envie de faire ça. Et je m'auto-saborde pour des valeurs écologiques et sociologiques, mais aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis et être capable de pas juste acheter une boîte avec du vide parce qu'il y a un gros prix dessus et qu'elle est grande, quoi. Mais ça implique de penser différemment que comment on pense depuis des décennies sur comment doit être de la consommation économique, quoi. Tu parles des conséquences économiques, ça va être tout de suite, on va pouvoir en parler. Peut-être dans un premier temps sur le prix, c'est une bonne dimension. Ce que j'ai appelé la conso schizo. En gros, la volonté du public d'avoir des objets mieux produits, mais les contraintes du consommateur d'acheter pas si cher. Est-ce que vous pouvez évoquer les différences, tu l'as évoqué rapidement, mais les différences de coûts que peuvent impacter une production européenne ou française et concrètement, ton jeu, s'il avait été fabriqué en Chine, il coûte combien? En Europe, il coûte combien? Et en France, il coûte combien? Quelqu'un peut le faire ou pas? Vous n'avez pas le coût précis? Ok. Moi, j'ai des ordres de grandeur. Des ordres de grandeur, c'est très bien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en gros, l'Europe, c'est 2 fois plus cher que la Chine et la France, c'est 3 fois plus cher que la Chine, pardon. Okay. Mais ça dépend de plein de petites choses. Par exemple, en Europe, on sait faire du carton, bois, papier. Dès que tu mets autre chose, on ne sait plus le faire en Europe. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Tu vois. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en Europe. C'est-à-dire que moi, sur l'accessibilité des jeux, on ne peut pas proposer des jeux accessibles. En Europe, c'est impossible. Il n'y a pas la connaissance. Et les coûts, si on voulait faire des jeux à des prix accessibles pour les gens, ça ne serait pas faisable non plus. Ouais. Donc là, c'est la limite matérielle. On peut l'aborder aussi. On voit sur l'illustration une tuile de Mo Access. Mo est un jeu qui a été édité il y a déjà quelques temps dans une première version. Et Accessi Jeux s'est emparé du jeu avec les accords évidemment des auteurs et des ayants droit et de l'éditeur. Des coéditions, oui. C'est une coédition, Mo Access. Et là, on voit une illustration en gros plan d'une des tuiles avec... Est-ce que tu peux nous évoquer l'ensemble des... Il y a une couche supplémentaire de vernis on a essayé de le faire pendant très longtemps en Europe, tout du moins. Et personne n'a été capable de faire une qualité suffisamment lisible pour que les personnes non-voyantes puissent les lire correctement, quoi. Donc on a été obligé de produire en Chine en cherchant très longtemps avant de le produire en Chine, quoi. Donc une couche supérieure de vernis qui permet de lire le chiffre, de lire les caractères en braille et d'avoir une petite information qui sont les points de victoire en relief, quoi, directement. Donc cette limite matérielle, tout à l'heure Johan parlait de la fabrication des sabliers par exemple ou de certains composants plastiques qui sont quasi impossibles ou non sourcés en France ou en Europe. Donc cette limite matérielle... oui, il y a ces limites. Il y a des limites de connaissances ou de compétences qui sont soit jamais là, soit été perdues, quoi, en Europe pour faire ce genre de choses, quoi. Je vais revenir un tout petit peu sur la conso schizo, donc le choix du public entre portefeuille et conscience, qui est vraiment un choix compliqué et complexe à tout point de vue, notamment dans l'achat des jeux. Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur l'acte d'achat? Est-ce qu'aujourd'hui, un label Made in France, Made in Europe, permet ou pas une communication différente et des actes d'achat différents? Est-ce que vous avez observé ça ou est-ce qu'il y a des données quelque part? Alors aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que la vérité, c'est que alors, ça sert aux gens qui sont concernés et qui sont conscientisés. Mais d'un point de vue global, la plupart des labels, les gens, quand ils arrivent dans une boutique de jeux, ils ne sont pas en train de se dire... En fait, ce qu'il faut... Bref, je fais un petit retour en arrière. L'objet jeu de société, par essence, est moins polluant que beaucoup d'autres objets.
Donc il faut aussi comparer à ce qu'on fait. Si tu prends l'avion pour venir à Rennes au festival, tu peux acheter 1000 jeux. En termes d'équivalence, l'ordre de grandeur, il faut toujours se dire ça ne sert à rien de faire gaffe à acheter un jeu si derrière tu fais n'importe quoi, en fait. Alors évidemment, il faut te faire tout, etc., mais c'est un peu l'aspect de genre, c'est bon, j'ai trié mes déchets, donc je peux aller faire 3 tours du monde en avion. Tu vois. En vérité, si on regarde les ordres de grandeur, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres et plus impactantes que d'autres là-dessus. Donc il faut quand même relativiser ce qu'il y a là-dessus sur la société et sur ce qu'on veut faire. Mais une fois qu'on est à l'intérieur du sujet et qu'on veut améliorer les choses, aujourd'hui, il se trouve que dans une période d'inflation où il y a des histoires de moi je milite pour que le jeu soit populaire et accessible, si tu fais des prix plus chers, en fait tu aussi t'abstrais d'un public potentiel là-dessus. Et aujourd'hui, si tu présentes un même jeu avec quelques euros d'écart, alors en vérité, il y a plutôt des paliers. C'est-à-dire que si tu es en dessous de 20, ça fait quelque chose, si tu es en dessous de 15, ça fait quelque chose. La personne elle va essayer d'acheter le moins cher parce que c'est comme ça qu'est fait tout le système économique. C'est pas juste le système jeu. Donc ceux qui peuvent se le permettre, j'espère qu'ils font l'effort. Mais bon, tu peux pas demander aux gens qui ont du mal à se nourrir de faire un effort d'acheter un jeu 10 euros plus cher s'ils peuvent pas. Après, il y a plein d'autres façons de faire. Il y a les ludothèques, il y a les bars à jeux, il y a plein de façons de jouer, mais ça amène d'autres sujets sur comment est-ce qu'on rémunère les artistes et les travailleurs du jeu, etc. Donc tout ça est très lié. Mais aujourd'hui, l'impact direct pour moi des labels, il est plutôt faible par rapport à l'impact économique que ça a pour nous, acteurs, qui payons plus par rapport à ce que ça apporte. Mais moi, je vois ça comme on anticipe ce qu'on veut pour un futur potentiel où on puisse encore jouer. Et si personne ne fait cet effort-là, il n'y aura jamais de réindustrialisation de ce genre de sujets qui me paraissent pour moi vitaux, mais que certains le feront que quand ce sera rentable. Mais c'est comme ça, c'est le jeu du système économique actuel. Luc, j'enchaîne parce que tu nous as fait part quelque chose quand on a préparé la rencontre sur la responsabilité sociale au-delà de la responsabilité écologique. Si tu permets, je vais juste revenir sur la bien sûr. fabrication. Ouais. Quelque chose qu'on a découvert en faisant notre jeu. Donc, c'est un jeu, on lâche rien, qui a été fait en France, 100% en France. Et ce qu'on a découvert, en fait, c'est que de faire un jeu en France, ça veut dire qu'on va faire travailler plusieurs usines, plusieurs imprimeries, l'assemblier, celui qui va faire la boîte, coller l'image sur la boîte, mettre les cartes dans la boîte, etc. C'est plusieurs acteurs et qu'en fait, le coût de faire en France, c'est aussi un coût qui va se distribuer entre plusieurs acteurs avec des trajets en camion, en je ne sais quoi d'ailleurs, qui vont coûter en CO2, coûter aussi en prix. Et à la différence, donc Johan, tu le fais en Pologne, je pense que c'est une usine intégrée. En Pologne, ils ont industrialisé, ils ont des usines qui savent tout faire, évidemment en Chine aussi. Et la question en fait se pose, et on se la pose aussi, donc on était content de le faire en France, et on va venir au côté social, mais en fait la question se pose, mais est-ce que c'est pas pire finalement de le faire dans plusieurs usines? Un tout petit jeu comme ça, ça a été fait à Toulouse, en Bretagne, ça a été assemblé en Bretagne. Il y a une imprimerie, le livret a été imprimé en région parisienne. Enfin, alors qu'il y a quelques cartes, une règle du jeu, un talon et une boîte. Hein. Et ça a été fait, il y a 4 acteurs qui sont intervenus sur ce produit. En Pologne, ça aurait été un seul acteur, il fait tout, il envoie en camion ou en train, je ne sais quoi, les jeux, et ensuite c'est distribué en France. Donc la question quand même se pose sur finalement ces allers-retours en France, est-ce qu'ils sont raisonnables du point de vue écologique? Donc c'est une question qu'on se pose et je crois qu'on n'a pas trop la réponse en fait. Parce que comme tu le disais, tout est dans le détail et il faudrait faire le calcul. Donc nous on est resté sur le fabriqué en France, on l'a valorisé, et donc je reviens sur aussi le prix, on l'a valorisé, en fait on avait une dimension de boîte, c'est comme ça que ça marche, hein. On a une dimension de boîte. Quel est le prix moyen pour une boîte de ce type-là, avec ce contenu-là, sur le marché du jeu? C'est tant. Donc là, on se dit, oh là 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 là, mais là, on va même pas faire de marge, ça va être compliqué. Combien on peut rajouter avec le logo Made in France qui va peut-être faire compenser un petit surprix sur le jeu? C'est comme ça qu'on a fait notre prix du jeu. Il n'a rien à voir avec son coût de production. Enfin, si, il est un petit peu supérieur au coût de production. On essaye, mais finalement, il n'a rien à voir. Il est guidé par le marché et on a estimé, je ne sais pas si c'est vrai en fait, que ce logo fabriqué en France faisait la différence de prix. Et donc la France, et j'en viens à ta question, la France sur le social, ça aussi c'est l'engagement. L'engagement, c'est pas que écologique, c'est aussi que ce soit fait dans des conditions de travail qui soient
qui soient des bonnes conditions de travail, avec un droit du travail, avec tout ce qui va bien. Donc on connaît la France, c'est pas idéal la France, mais c'est pas mal. En tout cas, c'est sans doute mieux que la Chine. La Pologne, je ne sais pas, la Pologne a changé de bord politique, donc peut-être que ça va aller mieux en Pologne, mais c'est vrai que ça nous a posé des questions, quoi. Où est-ce qu'on fait fabriquer notre jeu pour que les personnes qui font le jeu, les imprimeurs, les façonniers, tous les intervenants, parce que c'est très manuel en fait faire un jeu, quand bien même les usines sont intégrées, c'est très manuel, eh ben, elles soient rémunérées à la juste valeur de leur travail. Merci. J'enchaîne sur la deuxième partie. Une fois qu'on a fabriqué le jeu, c'est bien, mais avant de le fabriquer, on va le concevoir. En tout cas, le penser, le game designer et faire du contenu. Qu'est-ce qu'on va imprimer ? J'ai fait 3 chapitres dans ce thème-là. On va parler dans un premier temps du contenu éditorial, en quelque sorte ce qu'on écrit, ce qu'on met dans la boîte à proprement parler. On va peut-être commencer avec toi, Anne, sur Héroïne. Héroïne est un jeu dans lequel on fait deviner, ou on cherche à deviner, à peu près 400 femmes. C'est pas anodin, sur le matrimoine. Et on voit que dans le choix des 400 personnalités, fictives ou réelles, il fallait choisir. Peux-tu nous parler de ça ? Oui, alors effectivement, l'idée de Héroïne, donc, qui est notre deuxième jeu, moi je représente les éditions AEG Éditions, Anne et Gaëlle. On avait fait Unda d'abord, qui est un jeu sur les cultures urbaines, et puis on a enchaîné sur Héroïne, avec finalement toujours la même démarche, qui est de porter à la connaissance, de familiariser, sensibiliser à travers le jeu sur des questions sociales ou sociétales qui nous semblent importantes. Culture urbaine, voilà, il y a des banlieues en France, des habitants de ces banlieues qui sont encore aujourd'hui stigmatisés. Jouer avec le graphe, le tag, l'argot émanant de ces banlieues permet de rapprocher finalement des mondes qui encore aujourd'hui se jugent. Et on était contente que le jeu soit aussi bien acheté dans des boutiques au cœur de Paris et qui circule aussi dans ces banlieues, parce que c'était une façon de valoriser cette culture urbaine qui n'est pas une sous-culture à nos yeux, et de la faire entrer dans des foyers ou dans des lieux où elle ne rentrait pas. Héroïne, c'est le fait de rassembler ces femmes dans un même jeu. Souvent, à ma table, quand les gens s'installent dans les salons, on me dit « Madame, je n'ai pas de culture en femmes ». Bon, déjà, la phrase m'interpelle. Je ne connais pas de femmes. Okay, et je suis quand même souvent agréablement surprise que les gens en partent en disant « En fait, j'en connaissais beaucoup plus que ce que je pensais ». Et donc, c'est cette prise de conscience à plusieurs niveaux qu'on veut générer. C'est que d'une part, il y a plein de femmes qui ont fait des choses formidables, qu'elles sont méconnues, parfois totalement invisibilisées par l'histoire. Ça, c'est une première chose. C'est de les rassembler dans un même jeu, de montrer qu'elles ont contribué à plein d'aventures et qu'elles ont été des actrices de tous les pans de notre histoire à toutes les époques. Et que c'est intéressant de le valoriser. C'est aussi un hommage qu'on leur rend, parce que moi je suis là aujourd'hui devant vous, libre d'avoir fait un certain nombre de choix grâce à un nombre de femmes qui sont dans le jeu, et qu'il y a des filiations comme ça, elles sont classées en famille. Il y a notamment la famille des effacés, la famille des puissantes. Intéressant de voir qu'à toutes les époques, les femmes ont essayé de prendre une place qui ne leur était pas donnée de façon différente. Je pense aux salonnières, qui tenaient des salons littéraires, qui étaient très influentes, et qui sont aujourd'hui, pourquoi pas, des youtubeuses, qui sont aussi dans le jeu. Donc il y a aussi une histoire quasiment de chaque famille. Et les effacés, il y a notamment les scientifiques, dont on a abondamment volé les travaux, quitte à avoir un prix Nobel, sans citer la dame qui était à l'origine de la découverte. Et donc, c'est tout ça qu'on essaye de stimuler, mais sans être dans la morale, dans la culpabilité, parce que je ne pense pas que ce soit forcément des bons leviers pédagogiques. Donc, c'est un vrai jeu, on se marre, parce qu'on est très joueuse. On gagne à la fin, il y a un gagnant. C'est un peu semi-coopératif quand même, on fait passer aussi des messages comme ça. Et l'idée, c'est ce qu'on espère, c'est de faire bouger ces petites lignes. Je cite qu'un exemple et après je passe la parole, mais souvent, des gens pensent que Frankenstein a été écrit par un homme au regard du thème, et que je vois la tête déconfite des gens qui s'interrogent sur eux-mêmes en se disant pourquoi je ne me suis jamais
imaginé que ça pouvait être une femme. Et ben, quand on sort de ma table, quelqu'un qui part de ma table en ayant ça en tête, je me dis on a gagné quelque chose, quoi. Il y a une ligne, voilà, on a fait bouger des petites lignes et le jeu, j'espère, il permet ça au-delà de se marrer et de passer un bon moment parce que c'est convivial, intergénérationnel. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'intergénérationnel. Tu nous disais en préparation que le choix des 400 personnalités, c'est aussi pas forcément qu'un choix moral. Il y a des méchantes. Ouais. Des méchantes réelles et comment dire, fictives. Oui. Il y a des personnes qui sont moins louables que d'autres. Tout à fait. On ne va pas forcément donner d'exemple, ou Margaret Mais Thatcher, par exemple. Tu disais, celui-ci, quand on a préparé la conférence, typiquement, on va pouvoir le retrouver dans le jeu. Bah oui, parce qu'en fait, au début, très vite, on a eu le nom héroïne, donc on s'est dit, on va mettre que des nanas consensuelles, super sympas, voilà. Et puis, on s'est dit, mais non, enfin, on enferme les femmes dans un stéréotype à l'inverse, qui est aussi un stéréotype. Je veux dire, on a tous rencontré des sales connes, quoi. Je veux dire, les femmes ne sont pas exemplaires parce qu'elles sont femmes. Par contre, nous, notre combat, c'est qu'elles ont été invisibilisées. Mais donc là, ça c'est un premier combat. Et donc ne pas enfermer des femmes dans ces stéréotypes. Je veux dire, Margaret Thatcher, ça a été une femme, elle est dans les puissantes, qui a été une des femmes les plus puissantes d'Europe, voire du monde à un moment. Moi, je ne suis pas d'accord politiquement, mais ça, on s'en fout. Il y a des femmes avec qui j'aimerais pas partir en vacances. On s'en fout. Elles ont marqué l'histoire d'un pays, d'un continent. Et c'est ça qui nous importe. Je veux dire, en France, aujourd'hui, on n'a toujours pas été capable, alors effectivement, là, je m'avance sur un terrain, et j'espère que ce ne sera pas le cas aux prochaines élections, d'élire une femme. Mais je veux dire, il y a des pays en Asie, en Amérique latine, depuis longtemps, ont élu des femmes. Nous, toujours pas. Donc ça valorise aussi nos propres rapports à cette histoire-là. Donc oui, il y a des femmes qui sont plus ou moins, il y a des femmes sulfureuses, il y a femmes, il y a tout type de femmes. Pardon, mais c'est faire des choix aussi de contenu, de nommer, choisir, renoncer aussi parfois. J'aimerais aborder un deuxième volet sur le contenu qu'on met dans les boîtes, notamment par un phénomène qui arrive un peu plus fréquemment, que sont les livrets d'accompagnement qui sont fournis dans les jeux. Alors oui, on va passer la parole à Luc parce qu'il en a fait un qui est conséquent dans Lâche Rien. Moi, j'ai deux questions, un peu polémiques peut-être. À quoi bon et qui les lit ? Donc le jeu, il a été fait avec Adrien, mon associé. Et Adrien m'a toujours dit, quand on faisait ce livret, mais de toute façon, ce livret ne sera pas lu, qu'est-ce qu'on s'embête à le faire, etc. Je ne sais pas qui les lit. Je sais pas. Moi, je peux vous raconter une anecdote. J'étais à Solidaise, on animait ce jeu avec les bénévoles. Donc c'est un livret. Alors je vous raconte un peu l'histoire quand même du jeu. On lâche rien, un jeu pour la liberté de manifester contre les violences policières. C'est un jeu qu'on avait fait nous-mêmes. On était choqués par. C'était à l'époque des Gilets jaunes et la répression policière. Et on l'avait montré à des gens que vous connaissez peut-être, en tout cas de réputation, peut-être sulfureuse, qui sont les créateurs d'Antifa. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui a été interdit à la FNAC, enfin qui a été retiré de la FNAC, censuré à la FNAC, et puis il y a eu tout un buzz. Et ces gens nous avaient dit, dans un bar de Montreuil, un bar Anard de Montreuil, nous avaient dit, mais qui vous êtes, et il l'avait dit un petit peu d'ailleurs, un donneur de leçons, mais qui vous êtes pour parler des violences policières ? Est-ce que vous êtes déjà fait taper par des forces de l'ordre? Bon, on dit non, bon, mais on est solidaires quand même. Et ça nous a quand même posé des questions et on s'est dit, mais on veut faire un jeu là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas plus marquant pour parler de ce jeu que des associations qui portent un message construits, qui ont pensé, qui sont investis dans la cause que l'on veut, dont on veut parler. Et c'est comme ça qu'on est allé voir la Ligue des droits de l'homme, on est allé voir l'ACAT France, deux associations qui ont dit on est OK, en fait, nous, pour soutenir le projet, pour faire quelque chose sur ce projet. Et on voudrait faire un livret, enfin c'est nous qui leur avions proposé, mais on a fait quelque chose ensemble, un livret de sensibilisation, de vulgarisation sur ces sujets. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose qui accompagne le jeu
et qui soit plaisant à lire, au moins aussi plaisant que le jeu. Donc on l'a voulu attrayant, on l'a vulgarisé. Donc les associations venaient avec un discours qu'on a essayé de vulgariser, simplifier. Donc il y a eu beaucoup d'échanges. C'est un gros travail. En fait, ce livret, ça a été plus de travail sur ce livret que sur le jeu. Le résultat, en tout cas, nous, on en est plutôt fiers. Et donc, l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est qu'on était sur le stand de la Ligue des droits de l'homme à Solidaise. Solidaise, un festival, je ne sais pas si vous connaissez, de musique à Paris. C'est un festival de jeunes. Les jeunes venaient sur le stand et en fait, ils n'avaient jamais manifesté. Ils étaient là, ils découvraient en fait. Donc, ils s'amusaient avec le jeu. Et j'avais une des bénévoles de la Ligue des droits de l'homme qui lisait le livret et elle disait mais c'est extra, mais qui a écrit ce livret, mais c'est vraiment génial. Alors je dis c'est toi, enfin c'est vous, mais c'est génial pour sensibiliser les jeunes, pour leur dire, leur expliquer les choses et que quelque chose, un peu comme ce que disait Anne, s'il reste quelques petites choses. Ils ont joué au jeu et qu'il reste quelques petites choses qu'on leur a dites qui figurent dans le livret. Moi-même, quand j'anime le jeu, je fais quelques citations de choses qu'on a écrites dans le livret, que j'ai du coup apprises, que je sais retraduire, et qui peuvent laisser aux personnes, aux jeunes, moins jeunes, matière à penser, en fait, matière à réfléchir et matière à se questionner. Johan, quand on a préparé la conférence, tu me faisais part dans Biomos, alors ce n'est pas un livret d'accompagnement à proprement parler, mais c'est un lien. Tu nous parlais de ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai que moi je ne fais pas de livret parce que j'ai peur qu'on ne le lise pas, mais j'aime bien avoir cette seconde lecture de se dire que oui, forcément il y a plus de monde qui jouera au jeu, parce que c'est des jeux qui iront à cette profondeur-là, mais c'est intéressant d'ouvrir les possibilités d'aller plus loin. Et c'est vrai que la technique que j'utilise aujourd'hui, c'est de proposer des contenus sur Internet. Donc dans Biomos, on a un QR code ou un lien vers notre site qui permet de voir toutes les cartes et un peu leur profondeur, d'avoir une sorte d'histoire qu'on peut mettre à jour avec ce que ça représente et où ça va, sans avoir eu besoin de mettre ça dans le jeu pour qu'on puisse avoir un peu ce que j'appelle des niveaux. Qu'il y a le niveau de jeu, et après il y a le niveau pédagogique, et après il y a le niveau de gens qui se disent j'ai envie d'aller par moi-même plus loin, et qui créent une forme d'autonomie sur la ressource là-dessus. Donc effectivement, c'est une technique que j'aime bien utiliser, et aussi pour d'autres considérations, parce que tout ça, ce qu'on raconte, et là on le voit sur les différents sujets, c'est chaque moment est un choix, et faire un livret, c'est moins écologique. Donc on revient à ces choses-là, et de se dire où est-ce qu'on peut améliorer les choses. Alors je précise que mon site, il est fait de façon ultra low-tech, et j'utilise, j'ai pas les détails techniques, mais du coup il y a des vraies réflexions sur chaque chose pour voir qu'est-ce qui peut avoir le meilleur impact, et où on peut quand même proposer du contenu, et du contenu qui apporte quelque chose de façon globale là-dessus. Et qui te permettent d'avoir quelques stats. Oui, effectivement, ça permet de voir. Alors, c'est plus vrai sur Dictopia, où il y a une bande son qui permet de faire de l'immersion, qui a remplacé le sablier. Et du coup, on voit combien de personnes, on ne sait pas qui c'est, parce qu'on a anonymisé les données pour rester cohérent dans notre démarche, mais on voit combien de personnes écoutent la bande son et si le jeu est toujours joué. Donc oui, ça c'est motivant. et donc de mémoire sur Vimos, tu disais qu'une personne sur... T'avais pas un chiffre? Ouais, je ne saurais pas te dire là exactement, mais c'était de l'ordre de 5% grand maximum qui consultaient le site par rapport à nos estimations. Ça, c'est difficile parce qu'un jeu peut se jouer dans un endroit où il y a, et je trouve ça très bien, sans qu'il y ait aucune façon de le tracer. Bien sûr. Mais par rapport à ce qu'on sait à peu près du nombre de ventes, du nombre de consultations, et des gens peuvent consulter plusieurs fois. Mais au maximum, c'est 5%. Sur un contenu comme ça, peut-être que sur un livret, c'est plus parce que tu as l'objet physique. Merci. On enchaîne avec un gros mot, on va voir, et ça va faire plaisir à certains ici, la rhétorique procédurale. En fait, ce qu'on fait en jeu, ce qu'on fait faire aux joueurs et aux joueuses en jeu. Comment, par l'action du joueur et de la joueuse, un thème, un propos peut être porté. Ça fait référence à des théories en game studies, notamment par Yann Bogost, dans ses ouvrages, et dans les sciences du jeu. Je ne vais pas m'alourdir sur la recherche universitaire, je vous incite à lire les travaux. Cependant, on va les illustrer, comment par ce qu'on fait faire aux joueurs et à la joueuse, on permet de faire passer un message et de véhiculer des actions. En premier exemple, moi j'ai envie de citer On lâche rien à nouveau avec toi Luc. On lâche rien, donc on l'a dit, c'est un jeu qui traite notamment du maintien de l'ordre. Et c'est un jeu assez violent dans lequel le joueur et la joueuse est incité à taper assez fort sur des cartes.
Non, il est incité à s'emparer des cartes. Oui. Oui, c'est un jeu qui a inspiré de la bataille corse, pour celles et ceux qui connaissent. Donc, on doit taper sur des piles de cartes pour s'emparer des cartes, et c'est nos points, etc. Et donc, en fait, c'est une mécanique qui nous est venue un peu... évidemment, la maturation du jeu a fait qu'on est passé par plein de phases. Mais cette idée de la bataille corse nous a plu rapidement. Et donc, effectivement, dans le jeu, donc on l'explique, deux manifestants et une personnalité politique, hop, je tape sur la pile personnalité politique, on lâche rien, c'est le principe de la manifestation, on est là pour faire changer les lois, pour protester contre des décisions qui sont prises. Ok, tout ça va bien, ça passe bien. Et ensuite, on dit la deuxième configuration, c'est deux forces de l'ordre et un manifestant, une manifestante. Là, on tape sur la pile manifestant, c'est la charge de la manifestation, c'est la réalité des manifestations, hélas, en France et du maintien de l'ordre en France. Et là, ça coince un peu les sourires. Donc les sourires étaient plutôt des joueurs, joueuses qui ont fait jouer, étaient larges. Et là, soudainement, là, on sent que c'est du second degré, quoi. On et tape donc, sur des civils. Oui. Donc il y a des personnes qui disent non, on va pas taper, on va protéger le manifestant. Je dis pourquoi pas? On va protéger le manifestant en mettant la main sur la pile, pourquoi pas? Et juste une petite anecdote. Quand on est arrivé avec ce jeu à l'association des chrétiens contre la torture, la 4 France, donc vous avez dans la salle des affiches assez terribles en fait de gens qui sont torturés dans le monde. Donc on arrive nous avec notre petit jeu, je vous assure, j'étais là, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait là en fait avec notre truc là où on tape sur des manifestants, ça va pas quoi. Et donc on a joué avec deux personnes que je salue, Émilie et Pacofi, et ils ont éclaté de rire en fait. Ils ont éclaté de rire à ce moment-là et j'ai dit ah ouf, en fait ça a été libérateur. Je leur ai dit mais heureusement que vous avez ri parce que franchement je me disais qu'est-ce qu'on faisait là en fait. Et ces personnes m'ont dit mais heureusement qu'on rigole parce que la réalité elle est hélas pas du tout drôle et donc c'est aussi une forme d'exutoire le jeu, etc. Donc oui, le jeu est un peu la mécanique est à l'inverse de ce qu'on défend. Bien sûr que nous ne souhaitons pas que l'on tape sur les manifestants et les manifestantes. Bon, pour les personnalités politiques, non, bien sûr que non. Oh, voilà. Anne, si tu veux bien enchaîner, sur Runda, là j'illustre cette rhétorique procédurale aussi sur Runda, donc on l'a évoqué, un jeu sur les cultures urbaines, pour dire autrement sur les banlieues. Deux éléments, si tu peux nous citer ça, la solidarité qui est nécessaire en jeu, c'est un jeu compétitif, et pour autant, et puis le choix de vie, puisque c'est un jeu à parcours, dans lequel, sur la fin, les joueurs et les joueuses seront amenés à faire un réel choix et à se projeter dans ce choix que finalement on est amené à faire quand on vit en banlieue. Oui. Alors, petite précision, moi je suis journaliste de métier et j'ai énormément travaillé sur les quartiers populaires, les banlieues, peu importe le terme, et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce jeu. C'est de me dire, j'ai fait des livres, des articles, etc. Et en fait, ce jeu est venu de mon envie de faire un peu une synthèse de ce que j'avais compris de ces territoires, de ce que j'y avais vécu. Donc, j'avais plein de matières, en fait, pas utilisées parce que des moments de vie, des rencontres, etc. Et c'est ça qui m'a inspiré ce jeu. Donc, il est vraiment, en termes de ressources, c'est un peu ces 20 années de terrain en banlieue. Et de ces 20 années de terrain, il y a des choses, des points saillants que j'ai notés, notamment l'importance majeure de la solidarité, parce que dans ces quartiers sans solidarité, souvent, il ne se passe pas grand-chose. Comment l'intégrer dans le gameplay, en fait? C'est-à-dire que on voulait que cette valeur-là soit un élément de la mécanique de jeu. Donc, en gros, on ne peut pas gagner sans les autres. Il y a un gagnant, parce qu'on est, Gaëlle et moi, trop joueuses pour céder cette tentation quand même du gagnant ou de la gagnante. Mais en fait, il y a des défis à relever où on ne peut pas les relever sans l'aide des autres. Donc, c'est cet aspect semi-coopératif qui intégrait en fait finalement cette valeur de solidarité dans la mécanique du jeu et qu'on pouvait du coup la valoriser. Autre élément que tu as effectivement noté, c'est que moi, pour avoir interviewé de très nombreuses personnes vivant en banlieue, il y a souvent ce dilemme, notamment lié à la rénovation urbaine, de est-ce que je reste dans le quartier ou est-ce que j'en pars ?
avec ce déchirement d'en partir, parfois, parce qu'on perd cette solidarité quand on en part. Mais quand on y reste, dans parfois quand même des bâtiments pas toujours rénovés, justement, enfin voilà. Donc c'est un vrai dilemme. Et on a voulu effectivement le marquer physiquement. Il y a une fourche à la fin du parcours où on décide si on reste dans le quartier, si on en part. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 types de défis dans Unda et que les défis les plus collaboratifs sont dans la fourche où on reste dans le quartier. Donc il y a aussi cet élément-là, qui est un petit élément du jeu, qui rajoute un tout petit peu de ludique, mais qui est aussi porteur effectivement de messages, ou en tout cas d'une compréhension un peu plus intime de la vie dans ces quartiers. Merci Anne. Je me permets d'avancer sur les illustrations. Illustrer un jeu, c'est aussi apporter du contenu. Et le choix de l'illustration, de l'illustrateur ou de l'illustratrice, en quelques mots, si tu peux, Luc, à nouveau, donc on lâche rien, illustré par Alan Barth. Alan Barth qui n'est pas n'importe qui, dans la presse notamment, caricaturiste de presse. Là on le voit, c'est une image de lui-même, illustrant Emmanuel Macron, mais si tu peux nous en dire pourquoi ce choix en quelques mots. Oui, en quelques mots. En fait, notre prototype, on avait piraté des images d'Alan Barth, on était fan de ce qu'il faisait, et on trouvait que ça collait extrêmement bien avec ce qu'on voulait faire. Et donc, on avait piraté ces images pour faire notre prototype. Et donc, quand on a dû choisir un illustrateur, on s'est dit, on va lui demander, mais est-ce qu'on lui dit qu'on avait piraté ces images, tout ça, on se posait des questions. Et puis finalement, on l'a contacté. C'est un type extra. Il était très content de le faire. D'ailleurs, il veut faire tous nos jeux maintenant. Il veut illustrer tous nos jeux. Voilà. Mais du coup, c'est un vrai choix presque politique pour illustrer le propos. Oui. En fait, on suivait ce qu'il faisait et on le trouvait vraiment raccord avec. Il a beaucoup caricaturé pendant les Gilets jaunes sur les violences policières. Donc vraiment, il y avait une matière. Sur Internet, on trouvait 1000 images. On pouvait faire plein d'illustrations avec ses dessins. Et donc, c'était à la fois très facile, extrêmement dans le ton. Et en fait, les gens aussi, les joueurs à qui on avait fait jouer dans les festivals de prototype, ils adoraient. En fait, ils disaient mais ça va être un jeu illustré par Alan Barth. Oui, enfin bon, là c'est le prototype, c'est piraté, on n'a pas trop le droit, mais et voilà, donc ça paraissait évident en fait. Et si tu veux bien, Johan, j'ai pris un deuxième exemple dans encore une fois l'illustration là dans Biomos sur le mode avancé avec ces transformations naturelles. Le désert qui progresse, l'eau qui... Vas-y, je t'en prie. Oui, sur Biomos, dans la conception artistique des choses, nous, on conçoit le jeu de société comme une œuvre d'art, mais une œuvre d'art qui en fait, utilise plusieurs arts, dont l'illustration, il y a aussi la mécanique de jeu, etc. Mais d'un point de vue global, souvent on divise quand on réfléchit, mais d'un point de vue global, effectivement, l'illustration est très, très importante. Et dans notre conception, on essaie de tout faire de façon le plus logique et thématique. Il se trouve que dans Biomos, dans le mode avancé, on a des événements planétaires qui correspondent à des événements réels. Donc effectivement, tu parlais du désert qui se répand, on peut fertiliser les déserts avec de l'eau, on peut faire fondre la glace pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur, et qui sert à la fois la mécanique et qui permet, pour les gens qui prennent en compte le thème, d'apprendre plus facilement, parce qu'en fait, il y a une logique là-dessus. Et la mise en avant de ce côté illustration mécanique, on essaie vraiment qu'il y ait une cohérence et que ce ne soit pas en fait un thème plaqué, comme on appelle ça dans le milieu, qui fait qu'on peut dire en fait le thème on s'en fout, moi je joue juste pour le mécanique et ça pourrait être mathématique, même si on peut toujours théoriser ça et diviser les choses. C'est vraiment une façon humaine de sectoriser les choses, mais nous, de notre point de vue, on essaie vraiment qu'il y ait une logique totale. Je parlais des bandes son tout à l'heure, c'est vraiment une immersion pour se dire ok, on est dans un moment où il y a des règles spécifiques où on peut entièrement s'y abandonner et vivre quelque chose de différent. Et au-delà des changements, de ces gameplays illustrés dans Biomos, c'est ça aussi que je voulais aborder. Peut-être c'est l'inspiration et les liens qui renvoient le guide de l'illustration presque et d'inspiration de l'illustrateur sur des éléments naturels, des écosystèmes qui existent sur notre Terre. Oui, exactement. En fait, c'est un peu c'est assez classique, mais on se projette sur, on est une planète n'importe où dans le cosmos, il n'y a pas d'humain, on doit développer la vie. Évidemment que ça a un rapport à la Terre, et sur chose qu'on fait derrière, c'est de montrer que la diversité qui existe sur Terre est le résultat de millions d'années, et que de ne pas prendre ça en compte, ça paraît une aberration. Alors ça paraît une évidence, mais aujourd'hui on a encore des discours et des choix qui sont faits dans nos sociétés qui vont à l'encontre de ça. Et juste de se dire, en fait c'est joli, est-ce que ça vaut pas rien pour le côté joli, beau de la vie de la planète,
que ça vaut le coup de la défendre. Vraiment des choses c'est une limite poétique en fait dans ce propos-là, qui encore une fois c'est évident et on pourrait se dire un jeu sur l'écologie c'est pas très important, mais j'ai l'impression que c'est important que tous les aspects peuvent être faits, et comme on disait sur l'aspect divertissement qui n'est pas pour moi opposé à l'aspect politique en fait des choses, et de se dire que tout est bon à prendre, et que moi trouver une planète belle et des environnements beaux est déjà un argument suffisant pour essayer de faire en sorte que ça continue à exister dans le futur. On va aborder le troisième gros volet. Pardon, je reviens. Sur l'illustration, on l'avait Bien sûr. évoqué dans la préparation, mais il y a aussi la reconnaissance d'une diversité que finalement, sur les... Ah, ça vient après. Ouais, pardon. Non, mais très bien. Mais du coup, on va y revenir, si tu veux bien. Mais je fais une courte pause juste avant. Ça vient. Le public, donc, le troisième volet, on a fait du contenu, on l'a illustré, on a une mécanique, un gameplay, on a du contenu écrit, on l'a fait fabriquer, et maintenant, on va le diffuser. Faire jouer un jeu, aller vers le public, c'est aussi une forme d'engagement qui est pris aujourd'hui dans l'édition de jeux de société. Il ne suffit pas d'éditer des jeux, il faut aussi aller vers. Dans un premier temps, je souhaite qu'on parle de l'accessibilité vers les publics. Peut-être avec toi, Benoît, on a une illustration là avec deux ludicaires, en l'occurrence, qui sont en train de jouer à Quarto Access avec un bandeau. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience sur l'accessibilité sur les formes de handicap, alors peut-être plus davantage sur les déficients visuels? Je le dis tout le temps, souvent sur l'accessibilité des jeux pour les handicapés. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas des autres handicaps, c'était compliqué, mais je dis toujours que le handicap visuel, c'est celui où il y a le plus de travail sur le matériel. Les autres handicaps, il faut travailler, il faut trouver le bon jeu, il faut trouver le matériel, les petites adaptations à côté, mais l'adaptation sur le handicap visuel, c'est celui qui a il y a beaucoup plus de travail à réaliser dessus. Bon, c'est une spécificité, nous, de l'association de base sur le handicap visuel, mais maintenant, depuis quelques années, on apprend aussi sur les autres handicaps. Et c'est vraiment sur le handicap visuel où il y a le plus de travail à faire. Et oui, ce que je voulais dire aussi sur le Quarto. Donc le Quarto, c'est un outil qu'on utilise souvent, nous, pour la sensibilisation au handicap. C'est-à-dire qu'on le fait jouer dans tous les festivals, dans tous les salons. On va avoir tous nos jeux qu'on va présenter pour les personnes handicapées qui vont venir sur les salons, mais on va avoir aussi un volet sensibilisation au handicap par le jeu, en faisant jouer à Quarto, qui est vraiment un jeu qui se marie très très bien avec le jeu à l'aveugle. Tous nos autres jeux se jouent à l'aveugle, mais c'est pas pertinent en termes de sensation de jeu, alors que Quarto avec des bandeaux, c'est vraiment une expérience totalement différente du jeu classique, qui est un grand classique qui a plusieurs années. Et on a même choisi de mettre des bandeaux dans la boîte pour que tout le monde, quand ils achètent un Quarto, puisse jouer chez eux avec directement à l'aveugle, quoi. Voilà. Et on va parler également des accessibilités oubliées. Alors là, ce ne sont pas des handicaps d'être gaucher, ce n'est pas un handicap d'être daltonien, par exemple. Cependant, en jeu, parfois, c'est une accessibilité oubliée des éditeurs et des éditrices de jeux. Est-ce que tu peux nous en parler? Plusieurs concernés là. Ouais, c'est ça. Moi, nous, on travaille du coup, avec l'Union des éditeurs de jeux pour labelliser les jeux pour un label qui s'appelle Colorblind Friendly, qui labellise des jeux directement. Nous, on passe les jeux sous une série de tests pour voir que le jeu est jouable pour les daltoniens. Et on vérifie chaque élément du jeu pour qu'il soit vraiment bien différencié, bien visible, tout type de daltonisme, quoi. Donc on travaille là-dessus. Et c'est sûr que, moi je dis toujours, quand je sors un jeu et que moi je suis très daltonien, il y a certains jeux, je dis non, on va le remballer parce que là, les cubes rouges et les cubes noirs, c'est fini, je ne les vois pas, quoi. On remballe. Et c'est toujours très frustrant parce qu'il y avait totalement d'autres moyens pour le rendre accessible. Il y avait un tout petit truc à changer et c'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Et on peut parler aussi de Dictopia, peut-être avec toi, Johan. Dictopia est un jeu de lettres, essentiellement, où on forme des mots. Et tu as choisi, pour illustrer ces lettres, une typologie et des cartes un peu spéciales. Oui, en fait, effectivement, l'édition des jeux, la conception, on est censé prendre en compte le maximum d'éléments, et l'accessibilité pour des gens en situation de handicap, mais même pour la population en général. Il y a des vraies réflexions qui peuvent changer
l'ergonomie du jeu et du coup l'accessibilité du jeu en général. Et ces cartes-là, on les a effectivement pas fait dans le format standard pour une question de manipulation et d'usage du jeu. On a fait plein de tests de différentes tailles de cartes et c'était la taille la plus accessible pour qu'on puisse jouer des plus anciens aux plus jeunes avec le minimum de problèmes avec des cartes. On avait testé avec des cartes de couleur, du coup ça devenait trop d'informations. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on teste pendant la conception parce qu'on essaie d'être accessible à différents publics quand on fait ça, avec les limites que ça a. Par exemple, là sur Dictopia, la taille des yeux est un peu faible pour ceux qui ont une déficience visuelle, et, alors que la taille des lettres, elle est OK en général. Donc il y a toujours essayer de faire au mieux et parfois de voir où est-ce qu'on peut améliorer les choses en gardant le côté ergonomique et joli, etc. Enfin, tout ça est un équilibre à trouver, mais je pense que c'est important de le prendre en compte en tant qu'éditeur et que ça n'a que des vertus en vérité de faire ça du mieux possible. Donc ça, c'est dès la conception et bien avant la fabrication. Et après, il y a quand même des choix qu'on doit faire. C'est-à-dire que, typiquement, je pense sur un jeu où il y a des lettres et compagnie, on va choisir une police de caractère. Est-ce qu'on choisit une police de caractère qui va être pensée pour des personnes qui sont malvoyantes, donc qui sont adaptées? Il y a des polices de caractère qui ont été étudiées, qui ont été pensées pour ça. Ou est-ce qu'on va penser une police de caractère qui va être adaptée pour les personnes qui ont des troubles 10? Et là, il faut faire un choix. Il faut choisir à un moment donné dans l'édition entre l'un ou l'autre, quoi. Ou rien du tout pour faire un aspect esthétique aussi. Parce qu'il y a des incompatibilités, c'est ça? Il y a des incompatibilités. On peut pas rendre un jeu accessible à tous, en fait. L'accessible à tous, ça ne marche pas. On peut pas. Est-ce qu'on choisit les personnes qui ont des troubles 10 et des polices de caractère qui sont adaptées pour ça, ou est-ce qu'on choisit une police de caractère qui est adaptée pour une déficience visuelle, ou d'autres choses, hein, ou des couleurs, même sur des couleurs, sur les daltoniens, on essaie de mettre des symboles le maximum de fois, mais si on met le symbole de la mauvaise couleur sur le mauvais fond, c'est quand même pas visible pour certains daltoniens, quoi. C'est impossible de le rendre accessible à tous, quoi. Représenter la diversité, je pense que c'était ça, Anne, dont tu voulais nous parler. Alors, un tout petit jeu de mots, diversité et diversité. Dans Unda, et c'est pas anodin, on a un jeune homme, un sweat à capuche, assis sur le banc, probablement noir. C'est pas si fréquent. C'est un vrai choix. Tu peux nous en parler peut-être ? Alors, effectivement, vu le thème, si on avait mis que des blancs, ça aurait été un peu bizarre. Si on avait mis aussi que des jeunes de couleur, on était là encore dans un autre stéréotype. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte en le faisant que finalement, sur l'illustration dans le jeu de société, était quand même très une illustration d'hommes blancs. Et qu'il y avait une minorité, voire une invisibilité de certaines franges de la population qui ne sont quand même pas négligeables. Donc nous, on l'a fait vu le thème, on ne s'est même pas posé la question, et c'est a posteriori qu'on a été notamment interpellé par il y a des recherches sur ces thématiques-là, sur le fait que rien que ça était déjà un peu, c'était une forme d'engagement rendre visible cette partie de la population totalement française par ailleurs pour beaucoup d'entre eux, mais qui sont peu visibles sur les boîtes de jeux. Mais on sait tous que quand même il y a un système d'identification qui n'est pas négligeable et qu'il y a un gros progrès à faire pour faire entrer dans le jeu de société dans des milieux où il est quand même, alors grâce à du travail des ludothèques, etc., il se fait, mais où c'est moins un réflexe d'acheter des jeux, de jouer en famille. Il y a des problèmes économiques, mais pas que. Il y a aussi le fait qu'on n'a jamais vu nos parents jouer et qu'il y a ce travail à faire et que l'identification, tiens, voilà, il y a quelqu'un sur la couverture de ce jeu qui me ressemble, peut aider. En tout cas, nous, c'est ce qu'on croit. Et vu le thème, en plus, l'idée étant quand même dans Unda, comme Héroïne d'ailleurs, de ne pas enfermer ces jeux sur un certain type de public. Nous, c'est ouvrir, c'est-à-dire qu'on voulait que Unda soit joué partout, comme on veut que Héroïne. Alors, on a fait une petite blague sur la baseline, le jeu 100% féminin où les hommes sont tolérés. Il y a des gens qui trouvent ça drôle, d'autres pas du tout. Mais voilà, l'idée, c'était évidemment que ces jeux doivent être joués par plein de gens différents, puisque nous, c'est ça qu'on prône. C'est la mixité, la réconciliation, le fait de s'intéresser à des cultures autres que soi ou à des parcours qui gagnent à être connus, même si on les a jamais rencontrés dans nos vies ou qui ne touchent pas personnellement.
Une petite stat sur les boîtes de jeux, il y a plus de représentations d'animaux fantastiques imaginaires que de femmes ou de personnes racisées. Ça peut changer. Hein. Évidemment, héroïne, il n'y a que des femmes, parce que s'il y avait eu un homme, ça aurait été un peu bizarre. Mais merci pour cette stat qui va introduire le point suivant sur les études. On a parlé de l'UEJ tout à l'heure et de ses travaux sur l'éco-responsabilité, l'éco-conception au sein de l'Union des éditeurs de jeux, mais également au sein de la Société des auteurs de jeux. Des commissions existent et travaillent sur la diversité, la représentation notamment. Alors ici, on n'a pas d'adhérents à cette commission, mais les travaux sont en cours. Je vous invite à lire le Plateau Magazine numéro 161, qui a tout un dossier réalisé en interview sur deux représentantes membres de cette commission de l'UEJ. J'ai choisi d'illustrer également cette partie sur les études, sur le mémoire de Tania Poduba, qui a réalisé une étude quantitative, tu en parlais tout à l'heure, qui s'appelle « Évaluer le genre et représentation raciale dans l'industrie du jeu de société », dans lequel elle analyse le top 100 sur Board Game Geek, le jeu référence international, le site référence international sur les jeux de société. Et donc elle analyse les couvertures et les rôles joués par les personnes racisées et par les femmes dans ces jeux. Autant vous dire que les schémas ne sont pas très flatteurs des pratiques des éditeurs et des éditrices de jeux de société. Et puis je vous invite à lire aussi une troisième documentation, si vous pouvez le faire, sur le mémoire d'une Française ce coup-ci, Darinka Rabu, qui travaille à Paris 13, et qui a également abordé la représentation des femmes dans les jeux de société à travers 3 figures archétypales, la reine, la courtisane et la sorcière. Les rôles dans lesquels sont attribués les femmes généralement dans le jeu de société. À moins que vous ayez évidemment sur ce thème et sur ce sujet des éléments. Il y a des reines, des courtisanes et des sorcières dans Héroïne, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, Non, ce qui est important. Très bien. Il est temps de conclure. Avant de vous laisser la parole et de faire un tour de questions du public, peut-être d'abord un point collectif, si vous voulez bien, avec le collectif du jeu engagé qui est présent à Rennes en Jeu cette année, si vous voulez bien faire un point global, puis un point individuel peut-être sur vos actualités. Encore une fois. Alors, donc c'est moi qui suis chargée. Ces 2 messieurs m'ont désignée comme représentante aujourd'hui du collectif du jeu engagé. Enfin, on est tous représentants. Donc, en gros, pour la petite histoire, il y a c'est Isa et Coralie de Bijoux, qui est une agence de création de jeux et qui ont fait notamment un jeu qui s'appelle Les 1000 pas sur l'égalité professionnelle, qui se joue notamment en entreprise, qui nous ont proposé en septembre 2022 de faire le premier marché du jeu engagé à Paris. Donc, il y avait une dizaine de stands. Et puis, il y a eu une 2e édition l'année dernière. Et de ça est née l'idée de se dire, au-delà d'un marché, si on créait un collectif. Donc, on a créé, un groupe Discord, c'est ça qu'on dit, voilà, qui fait la joie des membres. Et on a commencé à discuter ensemble de qu'est-ce que c'est ce collectif. Donc, on a notamment rédigé un manifeste qui dit notamment ce qui nous rassemble, appréhender le jeu comme un objet culturel dont la mission principale est de sensibiliser les joueuses aux causes sociales, sociétales et environnementales actuelles. Donc ça, c'est un peu la bannière qui nous rassemble. On est donc présent pour la première fois. C'est un peu aujourd'hui le lancement officiel de ce collectif. On est en discussion sur quelle forme il prendra, à quel point on va l'ouvrir et à qui et sur quels critères. Effectivement, il y a plein de questions qui se posent à nous, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer d'abord notre existence, et plus on est, et le fait de se rassembler sous cette bannière montre qu'on existe, qu'on prend des angles différents, des sujets différents, et en même temps, on se retrouve sous cette bannière, donc on fait un peu corps. Et l'idée est de communiquer aussi collectivement sur notre démarche.
On vous invite à venir nous voir. On est donc réunis au même endroit au festival avec une table commune où on a mis nos jeux, le manifeste et effectivement des jeux qui ne sont pas là et qui sont expliqués. Voilà, on est une petite dizaine aujourd'hui. L'idée, c'est de grossir, mais en gardant nos valeurs. Et voilà, et c'est toute la question qui se pose aujourd'hui de comment on grandit et auprès de qui. Et je vais du coup enchaîner sur mon actualité. J'ai préparé mon petit flyer qui n'est pas du tout écologique, je crois. Mais en gros, on a fait Héroïne en 2019, on l'a réédité en 2022. Et puis, on a eu envie de tester une extension. Et il se trouve que cette extension concerne Rennes et la région où on se trouve, puisqu'elle va rassembler que des Bretonnes. Donc c'est l'idée qu'on avait, parce que voilà, moi je suis maquée avec un Breton, très breton, qui a une maison à Douarnenez. Et c'est en me baladant dans un certain nombre de boutiques où je me suis dit, tiens, et si on faisait un jeu Les héroïnes bretonnes ? Et j'ai cherché des héroïnes bretonnes parce que la question était est-ce qu'il y avait suffisamment trouvables, moins trouvables, parce que dans Héroïne, il y a un système de défis d'ICO qui permet de découvrir des femmes qu'on ne peut pas deviner vu qu'elles ont été invisibilisées. Donc on a un système, je n'ai pas expliqué là. Et oui, et j'ai trouvé plein de femmes formidables en Bretagne, notamment des puissantes d'ailleurs. Et donc, on va lancer la prévente pour tester un peu l'appétence en ligne en mars. Et ici, évidemment, j'ai aussi commencé à en parler pour recueillir, nouer des partenariats, voir comment l'info peut être diffusée. Et on est très contente de cette extension qui, par ailleurs, aussi va un peu redynamiser notre jeu, sachant qu'on pourra jouer avec l'extension uniquement, mais ça sera la même carte, l'intégrer au jeu de base, quoi. Voilà. Merci. Luc, peut-être, sur Coco Chéri ? Oui, donc à Coco Chéri, on lâche rien. On a relancé un tirage, donc on a vendu notre premier tirage, on est très contents. D'ailleurs, il y a une partie des boîtes qui partira au Québec. Voilà, on a des Québécois qui nous ont acheté 1000 boîtes, c'est chouette. Nos projets, on a 2 projets. Un qu'on va essayer de faire sortir en juin, juste avant les JO, sur la surveillance de masse et ses dangers sur les libertés. Oui, on reste vraiment dans ces sujets. Avec comme association partenaire la Ligue des droits de l'homme, toujours, et la Quadrature du Net, si vous connaissez d'autres associations de moutons numériques, les CMEA. Avec un livret, Johan, il y aura un petit livret de vulgarisation qui vous dit tout sur la vidéosurveillance et ses dangers. Un jeu de bluff basé un peu sur le menteur et plus. Si vous voulez le tester, j'ai un prototype ici. Il ne sera pas illustré par Alan Barthes, qui aurait bien aimé. Mais Alan, écoute, tu ne peux pas tout faire. Et il sera illustré par Loïc Sécheresse, qui est un dessinateur de bande dessinée. Je ne sais pas si vous le connaissez, engagé aussi, lui. Et on a un autre projet. Alors là, je m'avance un peu parce qu'il n'a pas été complètement ficelé économiquement. Mais en coédition avec Blam et dans la gamme Carte Aventura, un jeu sur des parcours de migration. On va raconter justement les parcours de migration. Donc vous allez me dire, c'est pas du tout en lien avec l'actualité, hein, et nous ne faisons pas de politique, bien sûr. Johan, si tu veux bien enchaîner avec l'actualité subvertie. Oui, alors nous, notre prochain jeu, c'est MixArt, qui est un jeu d'ailleurs sur le street art. Et c'est des sujets que je trouve qui sont peu traités dans le monde du jeu. Donc on essaie un peu d'aborder ces sujets-là qui sont toujours à contre-courant. C'est un jeu d'ambiance qu'on sortira normalement en septembre. En parallèle, il y a toujours Dictopia et Biomos que l'on défend parce qu'on veut installer les jeux sur le long cours et pas faire des sorties ou faire des sorties. On essaie vraiment d'aborder des sujets sur le long terme. Et on est aussi en train de lancer une petite gamme de jeux écologiques et populaires. On appelle ça des petits jeux pour des grandes sensations. Et là, on est en recherche des jeux de 30 cartes dans des petites boîtes justement pour être avoir un meilleur impact, tout en cherchant à faire ce qui se fait de mieux au niveau mécanique. Donc ça, c'est en cours de création et on est en train de développer ça. Et puis en parallèle, on fait aussi des jeux plus pédagogiques où on essaie de réfléchir à comment intégrer dans les écoles. On parlait d'impact carbone tout à l'heure, des choses comme ça, avec des partenaires potentiels comme l'ADEME, etc., où on essaie d'apporter l'expertise, on va dire, éditeur grand public, à parfois des jeux sérieux et pédagogiques qui font des jeux qui, du coup, sont un peu parfois faiblards en mécanique. Donc on essaie d'être sur des lignes de crête entre les deux mondes pour prouver que les deux sont possibles en même temps.
Merci. Et Benoît, peut-être avec AccessiJeux et AccessiGame. Ouais, alors pour Accessi Games, il va y avoir la sortie au mois d'avril. Ça a été repoussé un petit peu du fameux TTMC Access qu'on a depuis longtemps en développement. Mais enfin, ça y est, il est prêt. Un TTMC, donc un tu te mets combien, un jeu de quiz qu'on nous demandait depuis très longtemps, et avec une application. Donc du coup, on a fait un développement spécifique avec des puces qui sont tactiles. Donc on va repérer une pièce et on prend la pièce de la forme, on la passe sur son téléphone et ça lit la question à voix haute pour toutes les personnes non-voyantes. Donc tout le monde peut jouer au même jeu. Donc ça sort en avril. Et après, le gros chantier de l'association, c'est que cette année, peut-être l'année prochaine, on va voir, on déménage. On va avoir une énorme ludothèque à Paris qui va faire 350 mètres carrés et qui va essayer d'inclure le maximum de possibilités d'accès au handicap. Donc ça va être bien sûr accessible pour les fauteuils, mais aussi le personnel qui va savoir signer, des flashages, des jeux adaptés, des choses comme ça. Donc ça va être une très très grande ludothèque adaptée au maximum de handicap. Voilà. Merci aux quatre. Je vous propose de sonder le public qui est là aujourd'hui pour voir s'il y a des questions qui nous viennent. Alors, il y en a déjà 3. On va faire passer un micro, si vous voulez bien. C'est juste pour l'enregistrement. Ouais, il faut vraiment que les questions soient posées dans le micro. Merci. Ok, merci à toutes et tous pour l'intervention. Moi, il y a une question que je me pose et qui rejoint ce que disait Luc à propos des contenus, à quoi on peut jouer. Est-ce qu'on peut jouer de tout ? Et donc, tu donnais l'exemple des violences policières, mais je me dis, il y a aussi tout un côté où il y a eu des phénomènes de réaction au fait qu'il y ait certains sujets dont on jouait. Je pense par exemple des jeux comme les colons de Catane. On s'est dit, mais est-ce bien éthique de jouer des colons, ou à Puerto Rico, des jeux où on se dit... où il y avait l'exemple aussi avec un jeu, j'ai oublié le nom, mais de Bruno Catala, où il y avait le peuple des esclaves qui a été Five Tribes, merci, qui a été transformé en un autre peuple. Est-ce que quelque part, ça ne crée pas une forme des fois d'indécence ou de gêne de se permettre de jouer de certains sujets ? Je peux raconter une petite histoire aussi autour de Rien à cacher, On lâche rien. Donc quand on est arrivé justement, on a présenté le jeu aux associations. On avait une carte qui était la grenade de désencerclement. Donc c'est des saloperies qui sont balancées, qui font un bruit, et il y a une charge explosive en fait dans ces grenades. Donc je passe un petit message. La France est le seul pays d'Europe à utiliser des charges explosives dans des pratiques de maintien de l'ordre. C'est un scandale absolu, mais je vous passe ce message. Sensibilisez-vous à ces violences. Et donc, on avait cette carte et on disait dans la règle, et c'était comme ça qu'on on disait si vous tapez sur cette carte-là, par mégarde, vous perdez un bras. On disait ça, donc il fallait jouer de l'autre main. Enfin bon, il y avait un truc, après vous perdez un œil, etc. Et là, les associations nous ont dit, d'ailleurs ça a été assez violent en fait, c'est un observatoire des libertés publiques qui nous a dit, mais si cette carte reste dans le jeu, on se désolidarise complètement de ce jeu. Des personnes ont été mutilées avec ces armes, avec ces machins, on ne rigole pas de ça. Et donc, on a retiré lanceur de balles de défense, pas dans les illustrations, mais dans la mécanique de jeu, par respect. On a mis un petit message d'ailleurs, disant on ne rit pas en fait des souffrances réelles, et c'est pour ça que vous n'aurez pas ces cartes-là. Donc non, je pense qu'on ne peut pas tout, on ne peut pas s'amuser tout, même au second degré, même avec plein de précautions. Il y a des choses, ça peut varier. En tout cas, là, on a absolument respecté totalement la vie de nos partenaires sur ce plan-là. Oui. Si je peux me permettre, parce qu'en fait, ma question fait un petit peu écho à celle qui vient d'être posée. Est-ce que faire des jeux de sensibilisation, c'est évidemment très bien. Est-ce que vous n'avez pas peur parfois que certains sujets qui devraient être intolérables pour tout le monde, la violence policière, etc., quand elles sont traitées en jeu par le divertissement, deviennent finalement acceptables ? C'est-à-dire que de la même manière que par le rire, si on peut en rire et si on peut en jouer, finalement, c'est qu'on peut l'inclure dans nos vies et le trouver ça, entre guillemets, normal. Vous saisissez que potentiellement ça peut être contre-productif, qu'en pensez-vous ? Voilà, c'est une question. Alors de mon point de vue, ces sujets-là, ils sont imposés par le système actuel, et cette façon de réagir, pour moi, la subversion artistique, c'est une façon de défendre
ça, et c'est pas nous qui imposons le sujet en fait. La violence policière, c'est quelque chose qui existe dans les choses actuelles. Si on les traite pas, c'est là qu'ils n'existent pas, et je pense que de les traiter. Alors je vois le jeu comme un média, dans le sens média culturel, et du coup d'amener des sujets là, de dire en fait traitons de ces sujets-là, parlons-en, créons la polémique s'il le faut, mais au moins ça devient un sujet dont on s'occupe. Et on voit bien qu'à un niveau. Alors je suis très, comment dire, pour moi, tous les jeux sont politiques, qu'ils le disent ou non. C'est-à-dire que tout objet est politique à partir du moment où il y a une interaction sociale et que ça crée des effets de réflexion, etc., etc. Donc en fait, ils existent. Donc je me dis, autant le traiter avec notre propos, notre vision, et ça peut effectivement parfois avoir des effets pervers, comme tu le dis, mais je préfère le traiter et et qu'on débatte dessus, même de façon passionnée, voire véhémente, que de le laisser aux acteurs qui potentiellement vont avoir une approche plus différente, quoi. Oui, rajouter quelque chose par rapport aux banlieues, notamment éminemment, notamment par les médias stigmatisés. Alors, d'une part, on n'enferme pas les banlieues non plus comme héroïne, dans un stigmate à l'inverse où tout serait idyllique. Donc, on joue aussi sur le deal, on joue sur un certain nombre de choses comme ça. Mais comme mes comparses l'ont dit, c'est-à-dire qu'en faisant un jeu, un objet culturel et qui permet la réflexion, le débat, on amène le sujet, je trouve, d'une façon peut-être en apportant aussi de la matière qui fait que le débat est peut-être plus intelligemment posé, moins sujet à clichés, et au moins il existe dans des lieux où il n'existait pas. Et voilà, moi j'aime bien cette expression qu'on a utilisée avec Kunda, rendre familier ce qui paraît lointain et qui a priori ne me concerne pas, et finalement trouver des brèches que si ça me concerne, parce que la créativité me concerne, parce que le combat pour une vie digne me concerne, parce que etc. Et que finalement c'est posé. Mais moi il y a des jeux auxquels je refuse de jouer parce qu'ils véhiculent, je ne vais pas le citer là, mais des caricatures vaguement antisémites pour certains, limite racistes parfois. Moi, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Ça existe, ça a eu un succès fou. Bon, voilà. On rééquilibre en fait. Je pense que nous, notre démarche, c'est un peu, il y a des vides, il y a des creux, et on les prend. Et le fait d'exister sur ces sujets-là, en rééquilibrant d'autres discours et d'autres démarches, permet un tout petit peu de rééquilibrer les choses, quoi. Vas-y. Et donc, on lâche rien. Quand vous achetez une boîte de On lâche rien, il y a une partie de l'argent que vous mettez qui revient à la Ligue des droits de l'homme. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir que des gens achètent On lâche rien et jouent à On lâche rien, Henri. Non, mais en fait, je ne mettais pas du tout en cause l'existence de jeux sur ces sujets, hein, on est d'accord. C'est vraiment la légèreté du traitement. C'est la légèreté du traitement qui peut poser ce genre de questions que je trouve intéressante. J'aimerais amener, si c'est possible, une autre clé encore sur la même question, avec un jeu qui s'appelle Moi c'est Madame, par Axel Gay chez Clap Édition. Moi c'est Madame est un jeu qui aborde notamment les violences sexistes de rue, notamment les interpellations parfois insupportables, même toutes insupportables, et qui fournit à celles et ceux qui y jouent des réponses, des interjections et des façons de répondre, qui permet par le rire, ça pourrait ressembler à certains jeux qu'on a pu déplorer par ailleurs, mais ça permet par le rire, d'une part, de s'accaparer la capacité de répondre, et pour celles qui y jouent, presque à conscientiser l'oppression qu'elles subissent, et fournir des clés, désarmer le sujet, et surtout fournir la capacité de réaction, et non pas de fuite. Donc on est sur, par le rire, par le jeu, en capacité pour réagir. Voilà, je pense. C'était pour un autre exemple. Je crois qu'il y avait une question du public de ce côté-là. Si on peut faire passer le micro. Alors moi j'avais deux petites questions. Alors il y en a une, c'est plus un clin d'œil, c'était pour savoir si Lizzie Miyagi était dans Héroïne. Non. Non. Dommage. Et l'autre... Ah oui, mais dans Les Bretonnes, il va y avoir Cathy. Cathy Suignard. D'accord. Voilà.
Et l'autre question, c'était à propos de la fabrication en France, hein, justement, où justement on parlait on lâche rien, où il fallait faire tout un trajet pour. Par contre, en Pologne, où il y a une usine intégrée, et l'industrie du jeu, enfin les éditeurs, ne pourraient pas agir pour faire en sorte que des usines s'adaptent en France, qui est des activités, un imprimeur qui commence à développer une activité pour faire du boitage, des choses comme ça, et que petit à petit, on ait aussi des usines intégrées en France, au moins une. Donc c'est Christian Molinari, le président de l'UEJ, qui m'avait dit, je l'ai interviewé à ce sujet, il m'a dit qu'il y a des projets, lui il aurait ce projet-là en fait de concentrer, d'avoir une industrie plus solide. Et en fait il me disait la difficulté de ça, c'est les volumes. Il faut des très très gros volumes en fait pour rentabiliser des équipements très très coûteux. Et les volumes, on les a pas tant que les éditeurs ils les font en Chine et en Pologne. Donc il y a vraiment là un cercle vertueux à démarrer pour pouvoir le permettre. Mais oui, ce serait ce qu'il faut faire. Il faudrait une volonté globale et que tous les éditeurs se mettent. En fait, mais là, ça dépasse ce sujet, c'est l'industrialisation en France et la désindustrialisation. Et là, il faudrait les pouvoirs publics et du financement. Voilà. Je vais juste ajouter que ça se joue à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que ça joue à niveau éditeur, on l'a vu sur des engagements divers et variés. Il y a les distributeurs, moi je suis distribuée par Jeux Délire, qui s'est vraiment engagé auprès de jeux comme Héroïne, comme Moi c'est Madame, Bad Beach Only, etc. Et pour qui c'est aussi un peu une acte de militance d'aller essayer de placer ces jeux dans les boutiques. Et c'est pas forcément évident parce que plein de boutiques disent non, en gros le gamer ça va pas l'intéresser, quoi. Donc il y a à plusieurs niveaux et c'est pour ça que le collectif se crée, parce que le collectif là il y a essentiellement des éditeurs. L'idée dans le collectif, ça serait qu'il y ait des imprimeurs, des distributeurs, enfin que tous les acteurs du jeu, des animateurs soient présents pour justement aussi faire un peu masse. Mais il y a plein de leviers d'action en fait possibles. Merci, je voulais vous remercier là pour la conférence. J'avais vraiment des questions de curiosité. La première, c'est est-ce que le monde des acteurs du jeu est diversifié ? En sens où est-ce que c'est un monde de blanc ou est-ce que c'est un monde de coloré ? On va être très clair. Et puis après, deuxième question, sur les causes. En fait, je vois de la violence policière, je vois de la violence contre les femmes, de la biodiversité. On peut imaginer un jeu de type sur du racisme ou sur d'autres causes, qui ne seraient pas des causes, on va dire, voilà. Sur la première partie, peut-être on peut parler des études de Vincent Berry, qui est sociologue à Paris 13 notamment, et il n'est pas seul, avec Vinciane également, et d'autres font des études. Donc, Paris 13, la Sorbonne a un labo de recherche dans les Game Studies. C'est quasiment le seul qui existe en France. Et ils font des études sociologiques sur notamment la pratique du jeu de société ou la pratique du jeu tout court, avec le jeu vidéo inclus. Et c'est une pratique essentiellement de CSP+, de personnes éduquées, qui ont accès à l'université ou qui ont des diplômes supérieurs. Et c'est massivement des personnes urbaines, et c'est massivement des personnes blanches. Et aujourd'hui, on est sur un public mixte en genre, mais seulement cela. Je vous parlais des acteurs. Oui, bien sûr, mais j'y viens sur les acteurs. Il se trouve que les auteurs de jeux et derrière les éditeurs de jeux sont massivement des gens qui ont été joueurs et joueuses dans le passé, voire dans le présent toujours, et que aujourd'hui, on peut le voir notamment avec les adhérents de la SAGE, la Société des auteurs de jeux, où il y a moins de 10% de femmes et quelques pourcents à peine de personnes racisées. On est sur, donc là je parle d'auteurs, sur les éditeurs, on est sur des sociétés, donc c'est un peu plus difficile et délicat, mais là aussi, la mixité de genre ou raciale est marginale pour le coup. Je pense que plus de joueurs différents permettront à moyen terme plus d'auteurs et d'éditeurs différents et une mixité plus grande. Mais les choses il faut l'aller vers la cité, vers les publics différents, en ludothèque et ailleurs, qui font des travaux remarquables aussi en milieu rural ou périurbain. Je ne sais pas si ça répond à la première question. Ça répond en partie, mais on peut également imaginer que, en fait, pour amener plus de joueurs différents, on amène des jeux qui touchent à des causes qui les touchent plus directement, comme le jeu que vous aviez évoqué. Du coup, sur le jeu lui-même,
peut-être. Sur Ounda, c'est ça? Ouais. Ouais, Mais alors Ounda déjà, qui est pour ouais. moi multiracial en sens où on est sur une opposition, on va dire, voilà, banlieue et versus le reste du monde, mais on n'est pas sur de la race pure. Enfin, quand je dis de la race pure, sur un un peu quand thème même. très très ciblé. Enfin, Un peu, mais pas sur cette cible-là en particulier. Enfin, je sais pas. Enfin, en parlant des banlieues, on avait aussi l'envie. Enfin, on parle des habitants de ces banlieues. C'est la banlieue, voilà, en tant que territoire, avec des habitants qu'on a globalement, qui sont globalement pauvres, qui sont souvent issus de l'immigration. Donc, c'est quand même une façon de parler de racisme ou de ségrégation, voilà. Et des moyens, comme l'art, par exemple, de faire exploser ces frontières, de faire, alors moi je suis parisienne, exploser le périphérique et de montrer que, en fait, par exemple, les cultures urbaines sont partout et qu'elles sont pas, elles sont souvent dans ces territoires, mais pas seulement. Et nous, l'idée, c'est de la circulation, c'est des idées, des gens, des genres, c'est d'essayer de casser ces frontières. Donc le racisme est une frontière, donc est un obstacle à la compréhension de l'autre et à son intégration, quel qu'il soit comme type de racisme. Donc nous, c'est quand même, alors plutôt en positif, c'est ça, c'est-à-dire que nous, on valorise. On essaye, c'est par ce biais-là qu'on essaye de contrer ou de combattre à notre façon des déséquilibres ou des clichés. Et voilà, donc Ounda, c'est un peu ça la démarche. Et en tant que femme, effectivement, nous, quand on a débarqué dans le jeu, au départ, on a cherché un éditeur pour Ounda. On a assez vite senti le fait d'être deux nanas, ça aidait pas, quoi. Voilà. Et donc on s'est dit, on va faire notre boîte et on va créer notre propre maison d'édition et on va faire notre jeu. Et puis on en a fait un deuxième. Et puis aujourd'hui on travaille avec d'autres pour faire des jeux de commande. Et oui, c'était quand même pas facile au départ et ça l'est toujours pas. Mais ça commence à bouger. Et tout à l'heure, Yoann le rappelait, il y a, en couverture de jeu, il y a plus de dragons et de licornes que de personnes racisées. Sur la couverture de On lâche rien, vous avez des personnes racisées. Non, ce que je voulais... Bien sûr, je comprends. Et puis on a tous un ami de couleur. Mais en fait, ce que je voulais... à quel niveau faut-il regarder les choses? Est-ce qu'il faut le regarder au niveau du racisme et de la banlieue? Ou est-ce qu'il faut aller à un niveau plus micro où on rentre directement dans le débat et puis après on est plus sur des choses, on va dire, une fois plus micro, mais je sais pas. Mais votre question, en fait, moi, je voulais parler d'une forme d'engagement que l'on a. Nous, en faisant ce jeu-là, ce qu'on voulait, c'est justement toucher un public qui n'était pas nécessairement celui des joueurs. Et par le fait qu'on a des partenariats avec les associations, on touche un public de militants qui vont ensuite utiliser le jeu pour des plaidoyers, pour de la sensibilisation et toucher ce milieu. Et nous-mêmes, on est présents dans des manifestations qui ne sont pas des festivals de jeux uniquement. On veut garder cette couleur forte, jeu plaisant à jouer, qui plaît aux joueurs, aux joueuses, mais on va aussi, là je parlais de Solidaise, à Solidaise, il y avait des jeunes qui n'avaient jamais joué à des jeux de société, qui jouaient pour la première fois, on est à la fête de l'humain, on est dans le mouvement les mouvements sociaux, etc. On paye de notre personne, on va présenter le jeu à des publics qui sont précisément déjà un peu plus ceux dont vous parliez. Donc je voulais dire ça aussi, que l'engagement, ce n'est pas uniquement le fond, la forme, c'est aussi l'engagement des personnes. Et je pense que nous tous allons vers les autres, allons vers le public avec cette conscience. Le jeu sur les parcours de migration, même s'il n'est pas directement sur le racisme, il parle... il déconne ce micro. Il parle en creux de racisme. Merci. Je vais ajouter une petite chose là-dessus quand même, parce que je pense qu'il faut assumer le fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un problème là-dessus, que ce soit pour les personnes racisées, de genre, ce que tu veux. Il y a une forme de... Alors, on appelle ça du gatekeeping, c'est-à-dire que le monde du jeu, comme tous les mondes, ont tendance à un peu défendre ce qu'ils ont, et quand on veut faire du changement, il y a toujours des résistances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et il se trouve que, de fait, dans l'évolution du jeu, comme il était il y a 20 ans, et les gens aujourd'hui qui ont du pouvoir dans le monde du jeu font que, inconsciemment, parfois, il y a des choses comme ça. Moi, je suis assez partisan d'être plus ouvert là-dessus, et je pense que chacun doit un peu faire son autocritique dans tous les milieux du jeu, et quel que soit son niveau de pouvoir, sur l'accueil qu'on fait à des nouvelles entrantes, et avec des visions différentes, des backgrounds différents, des cultures différentes, tout ce que tu veux, pour dire que en fait, il n'y a pas une façon de jouer, il y en a plein. Et pourquoi je me suis lancé dans le monde de l'édition? Parce que le jeu de société, il est universel.
on le retrouve dans toutes les cultures, à toutes les époques. Il y a un truc où, pour moi, il est universel, et ceux qui estiment que c'est qu'une façon de faire ou une culture, ils se trompent. Et je vais essayer de faire ma petite part pour aller dans ce sens-là. Mais oui, il y a clairement des problèmes à ce niveau-là, et je pense que certaines personnes devraient un peu se remettre en cause sur l'accueil qu'ils font en pensant être inclusifs alors qu'ils ne le sont pas, et qu'il faut être, une sorte d'avoir une meilleure vision de ce qu'on souhaite. Mais bon, c'est une vision humaniste et c'est quelque chose que tout le monde ne partage pas forcément là-dessus, quoi. Il y avait une question ici, si vous voulez bien faire passer le micro à nouveau. Merci. Oui, c'était pour rebondir sur la question précédente. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des fois des soucis d'appropriation culturelle ? C'est-à-dire, effectivement, comme le milieu du jeu de société est en majorité, dans les auteurs, les éditeurs, ça reste une majorité d'hommes blancs, catégorie CSP+, une volonté de traiter de sujets, mais en n'incluant pas les personnes directement concernées par ces sujets-là dans le processus de création ou d'édition. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent de ce côté-là aussi ? Alors, concernant Ounda, ça rejoint la question de la légitimité qui a été abordée. Moi, ça m'a été renvoyé. Alors, moi, j'ai la légitimité. Alors, je vis pas. Si, je vis en banlieue maintenant, il se trouve. Mais à l'époque, j'étais parisienne. Oui, je suis issue d'un milieu intellectuel, classe moyenne, plutôt CSP+. Et je me suis passionnée pour ces quartiers et que ma légitimité, je la tirais de là. Mais elle m'a été renvoyée. Je n'étais pas un jeune black ou beurre issu de ces quartiers, mais j'avais déjà beaucoup de ressources, de matière, et qu'en plus, on l'a énormément testé en banlieue. Et que notamment des jeunes dans des centres sociaux ont écrit des cartes, ont corrigé des cartes, ont dit « Madame, ce mot-là », parce qu'il y a toute une partie sur le langage. C'est important pour nous de valoriser la richesse langagière dans ces quartiers issus des quatre coins du monde, parce qu'on mélange un mot chinois avec un mot créole, et puis ça donne un mot d'argot. Alors c'est très vivant. Ounda, il est en rupture de stock. Il faudrait qu'on le relance en le mettant au goût du jour. Mais on a intégré dans le processus, et notamment dans les questions, un certain nombre de jeunes issus de centres sociaux pour être juste. Voilà. C'est la question du référent culturel parfois aussi. On peut parler de certains jeux dans lesquels, je pense à la gamme Carte Aventura, par exemple, qui, quand s'empare de sujets historiques ou sociétaux, parfois de pays étrangers aussi, de cultures étrangères, s'entoure de personnes et de personnalités compétentes, formées, historiques, historiennes et historiens, qui peuvent légitimer et en tout cas apporter des corrections et des précisions aux propos qui est contenu dans le jeu. Donc les référents culturels permettent aussi de s'emparer de sujets sans pour autant s'approprier, réinventer, mythifier des sujets ou des thématiques. Je veux juste préciser que sur Héroïne, on a demandé à Michèle Perrault, grande historienne de l'histoire des femmes, de nous marrainer, ce qu'elle a, et j'en suis très heureuse, accepté. Et en plus, elle a corrigé des cartes, elle nous a donné une liste qu'on n'a pas pu tout traiter, de femmes qu'on ne connaissait pas et qui, selon elle, méritaient d'être dans le jeu. Et c'est une des personnes référentes, donc on a en fait scientifiquement presque aussi eu cette démarche de ne pas faire ça toute seule dans notre coin, quoi. Et en deux mots, mais nous, c'est précisément pour répondre à ta question que nous avons fait appel à des associations qui portent un message construit, pertinent, avec lequel on est solidaire, mais qu'on ne s'estimait pas, nous, légitimes de porter. Et le Carte Aventura sur les parcours de migration, c'est avec la Ligue des droits de l'homme, encore elle, et des vrais migrants qui racontent leur histoire. C'est passionnant tout ça. Plus globalement sur le monde du jeu actuel, alors j'ai pas de chiffres précis là-dessus, mais c'est plus par rapport aux échanges que j'ai. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite vision qui s'oppose sur ce qu'est un objet jeu potentiellement artistique et culturel, ou parfois l'opposition de dire bah non, c'est du divertissement, du coup il ne faut pas que ce soit politique. Et j'ai des éditeurs et éditrices avec qui je suis en contact qui parfois ont des discours qui moi me sont totalement opposés, parce qu'ils disent faut que ce soit du divertissement dans le sens bête. Dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait un aspect politique, parce que sinon, les joueurs ne veulent pas ça, les joueuses ne veulent pas que ça, etc. Une sorte d'auto-conviction là-dessus, et qui du coup se dédouane de cet aspect impactant, qui pour moi est en fait des jeux, et qui peuvent faire des choses que quand tu réfléchis à ce que ça impacte comme réflexion, les mécaniques qu'on met, les thèmes qu'on aborde,
Il y a récemment un jeu qui fonctionne très bien et qui parle de zoo. La plupart des gens se posent pas du tout la question de est-ce que ça a une représentation de ce qu'on implique là-dessus. Et parce que c'est dans un angle mort et qu'on s'en fout un peu parce que c'est pas le sujet. Tu vois. Je pense que ça a une implication, je pense que ça a un impact et que c'est la responsabilité en partie des éditeurs et éditrices, mais en fait de tout le monde, des auteurs, des autrices, enfin, de tous ceux qui participent, des ludicaires qui mettent en avant ça ou pas. Et je côtoie des auteurs et autrices qui veulent faire des jeux dits engagés et qui ne le font pas parce que les éditeurs et les éditrices leur disent mais ça on va pas le faire parce que ça fait peur. C'est le truc de dire ça fait peur de changer les choses parce que c'est plus simple de croire que c'est confortable de rester dans ce qu'on fait. Et des fois, il y a des auteurs, je sais que Henri, tu avais eu un peu cette démarche-là, de dire en fait non, j'ai aussi un impact dans la création, j'ai un impact dans le choix avec qui je travaille et j'ai un impact dans ce que j'accepte ou pas de ce que l'on propose en tant qu'objet culturel, artistique assumé véritablement. Je vous propose de conclure. On arrive au terme de cette heure et demie ensemble. Merci à toutes et à tous de votre écoute ce matin. Merci à mes intervenants et intervenantes de vos échanges riches et nourris. J'espère que ça a pu apporter des clés de compréhension. En tout cas, c'était notre objectif commun. Cet après-midi, une deuxième conférence qui a lieu à 15h30 sur notamment l'éducation populaire et comment jouer pour faire société. On pourra parler notamment de l'allée vert, puisqu'on va aborder, mes collègues aborderont différentes problématiques à ce sujet. Merci encore et très bon festival.